Eh bien, ceci est le quatrième et dernier chapitre de l'exposé sur la relativité générale, une vision très simplifiée de la découverte d'Einstein. Alors, bon, ce qu'on a vu au cours des 3 chapitres précédents, c'est que tous les effets de la gravitation pouvaient être reproduits en prenant un mobile en accélération constante. On a des phénomènes qui ressemblent beaucoup à ceux produits par la gravitation, y compris, eh bien, ce qui est le plus intéressant, c'est l'absence de différence entre l'accélération de la plume et l'accélération de l'enclume. Deux objets très très différents qui accélèrent exactement de la même façon. Donc, pour Einstein, qui comprend qu'il est sur la bonne voie, et bien cette base de raisonnement, pour lui, va devenir une base d'extrapolation pour essayer de découvrir l'explication du mystère. Alors le mystère, c'est quoi? C'est que s'il existe une force, la force d'inertie et autre chose, autre chose, c'est quoi? Et il se trouve que Einstein, depuis l'âge de 10 ans, est passionné par la lumière. Essayer de comprendre ce que c'est que la lumière, comment ça marche. Déjà en 1905, eh ben, il a apporté sa participation à la construction de l'édifice, celui de la compréhension de la nature de la lumière. C'est Einstein qui a compris le premier que la lumière était à la fois ondulatoire et particulière, par exemple. Ça n'est pas rien. Et du coup, il va se demander comment on peut introduire la lumière dans son expérience de pensée. Et après avoir longuement réfléchi, il va se demander quelle serait la trajectoire d'un rayon lumineux frappant la fusée perpendiculairement au sens de son déplacement. Alors on imagine, Einstein imagine une fusée, un ascenseur, une cabine téléphonique, je sais quoi, mais on va dire une fusée entièrement transparente. Les rayons arrivent perpendiculairement, mais la fusée est en accélération très 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 importante pour l'expérience. Une accélération qui serait totalement insupportable pour un être humain. Ça le tuerait net. Quelle va être la trajectoire de ce rayon lumineux? Eh bien c'est simple, ça va ressembler à ça, une parabole. La lumière continue tout droit pour un observateur qui regarderait la chose de très loin, mais pour l'observateur situé à l'intérieur de la fusée, la trajectoire, c'est une parabole. Et Einstein se dit, mais en fait, dans la mesure où on ne peut pas supposer des effets gravitationnels tels que les décrit Newton, puisque le photon tel que moi-même Einstein, je l'ai défini, n'a pas de masse. Donc, il n'y a pas de force d'inertie pour la lumière, il n'y a pas de force d'attraction gravitationnelle. Le photon, il n'a pas de masse, il continue tout droit, il n'y a aucune raison de changer de direction. Sauf si c'est l'espace lui-même qui est courbé. Et ça, c'est le déclic, c'est le eureka d'Einstein. Il va se dire, en fait, c'est ça la solution du problème, c'est que la gravitation, donc gravitation einsteinienne, relativiste, c'est la combinaison de deux éléments. D'une part, la force d'inertie, d'autre part, la courbure de l'espace générée par la présence d'une masse.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, moi je pèse environ 80 kg et il y a une force de 80 kg qui me pousse vers le bas. Alors c'est constitué de quoi? Eh bien d'une part, on a expliqué que je me déplaçais à très grande vitesse, c'est ma force d'inertie, et d'autre part, c'est la courbure de l'espace-temps qui me conduit tout droit vers le centre de la Terre. Donc c'est un petit peu comme un train lancé à grande vitesse sur des rails qui au début sont rectilignes, puis les rails ils tournent, le train il tourne aussi. Moi c'est pareil, je tourne vers direction le centre de la Terre. Alors cette hypothèse elle était carrément folklorique hein, quand Einstein l'a proposée en 1915. Et puis il y avait quand même quelques prédictions avec. C'était un paquet garni. Et il y avait une prédiction très précise, c'est que la trajectoire de la lumière serait déviée par la présence d'une masse importante. Alors comment le vérifier? Eh bien, il se trouve que 4 ans plus tard, en 1919, il y a eu une éclipse du Soleil par la Lune. Donc la Lune a permis l'observation des abords du Soleil. Hein. C'est un peu comme avec un coronarographe, imprononçable ce mot. Autrement dit, on a enfin pu voir ce qu'il y avait tout juste, tout près du Soleil. Surtout ce qu'il n'y avait pas ou ce qu'il n'y aurait pas dû y avoir et qu'il y avait. Alors, qu'est-ce qu'il n'y aurait pas dû y avoir et qu'il y avait? C'était des étoiles qui normalement auraient dû être elles aussi éclipsées, cette fois-ci par le Soleil lui-même, et qu'on voyait quand même. Alors pourquoi est-ce qu'on les voyait? Eh bien, ces étoiles, elles envoyaient des rayonnements vers le Soleil. Ceux-là, ils n'arrivaient pas jusqu'à nous, ça c'est sûr. Et puis elles envoyaient des rayonnements en toutes les directions, par exemple dans cette direction-là. Et là, les photons étaient rattrapés par la gravité et revenaient jusqu'à nous. Donc, les photons sans masse étaient sensibles aux effets gravitationnels, ce qui invalidait la théorie de Newton, parce que Newton disait la force de gravitation c'est m' sur d2, m multiplié par 0, ça fait 0. Donc les effets gravitationnels normalement n'auraient pas dû affecter les photons, et ils les affectaient. Évidemment, ça a fait beaucoup de bruit, parce que quand on a découvert que les affirmations ultra-fantaisistes d'Einstein étaient vérifiées par l'observation, Einstein est devenu célèbre du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'on raconte ses aventures aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ces explications. On n'ira pas plus loin, on ne va pas parler des effets relativistes qui font que l'astéroïde qui s'approche de la Terre va non seulement dévier, mais accélérer. Ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Yo yo.